Bonjour à Bonjour à tous. tous. Bonjour Céline. Bonjour Marilène. Alors, on va prendre le temps de se présenter tranquillement le temps que tout le monde se connecte. Alors, évidemment, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 5e épisode des RH Contre-Attaque, dédié à ce sujet immense et passionnant qui est le digital learning et surtout le véritable raz-de-marée que s'est pris le secteur pendant cette année. Donc, on va revenir dessus. Donc, je vais présenter les intervenants du jour. D'abord, je vais te présenter, Céline, tiens. Tu es notre chargée de communication depuis 2 ans maintenant. Donc, tu es derrière la communication des RH Contre-Attaque. Et tu vas te charger aujourd'hui de la modération. Exactement. Donc, je vais être avec vous tout le long de ce webinaire sur le chat pour relayer vos questions. N'hésitez pas à les poser. Si vous avez des problèmes techniques, je suis là. Je viens de vous publier d'ailleurs à l'instant un sondage auquel je vous invite à répondre. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le casting du jour. Alors, on est avec Noémie Martin-Pascual, cofondatrice de Bloomer Impulse, plateforme de formation en ligne, et avec qui nous proposons des programmes d'accompagnement individuel et qui est aussi conceptrice de formation en ligne. Nous sommes aussi avec Mathilde Duplan, consultante de stratégie en formation. Et en témoignage RH, nous sommes avec Amélie Lelion, responsable expérience collaborateur chez Club Identicar. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Si vous voulez compléter votre présentation, n'hésitez pas d'ailleurs. Avec plaisir. Oui, pardon. Vas-y, je t'en prie. Donc, en 2 mots, moi, Mathilde Duplan, j'accompagne les petites entreprises dans la définition de leur stratégie de formation, également dans leur déploiement. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour me dire un petit mot sur Identicar, c'est une PME de 250 collaborateurs qui propose des services pour les automobilistes. Et donc, ça reste une entreprise très familiale avec une grande proximité en interne. Et donc, moi, j'ai le plaisir d'accompagner la partie expérience collaborateur depuis quelques mois. Ah, Noémie, on t'entend pas. Ah, on t'entend pas. Bon, on va commencer et ensuite tu pourras peut-être compléter ta présentation. Donc, le digital learning, je l'ai dit, c'est un sujet immense et pour structurer l'heure que l'on va passer ensemble, voici le programme que je vous propose. Alors, dans un premier temps, on va s'autoriser à regarder un peu dans le rétro, faire un point sur ce dont on parle et puis définir les contours du digital learning. Et puis, évidemment, on va parler de l'incroyable accélération qu'a eu cette année le secteur de la formation à distance. Beaucoup de choses qui semblaient compliquées sont devenues envisageables. On va y revenir. Et enfin, on va aborder les principaux défis que soulève le digital learning et notamment celui de l'engagement des participants et comment le RH peut revêtir un rôle de chef d'orchestre. Super, j'en profite, Marilène, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, pour vous partager les résultats de ce petit sondage que je vous ai partagé. Pour vous, le digital learning en 2020, ça a été, pour 50% d'entre vous, un vrai sujet, mais qui n'a pas été pleinement appréhendé. Donc, tant mieux, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et puis ensuite, on a 20% d'entre vous, un angle mort peu investigué et 20% une révolution qui a été positive. Merci Céline. Alors, avant d'aborder tous ces points, un petit coup d'œil dans le rétro. Alors, rassurez-vous, on ne va pas vous faire un grand cours sur le digital learning, mais quand même un petit rappel de la grande famille ne serait pas superflu. D'ailleurs, quand on dit e-learning, c'est un terme quand même qui est cruellement daté, qui faisait référence dans les années 2000. Aujourd'hui, on préfère plutôt ce terme digital learning, mais on peut aussi se permettre tout simplement formation à distance en fait. Donc, il y a tout un tas de concepts et de nouvelles modalités d'apprentissage qui sont développées. Il y a le mobile learning, l'immersive learning, l'adaptative learning. Et finalement, à force d'anglicisme, on en perd quand même le jus de l'apprentissage. Et depuis le Covid, on a l'émergence de quelque chose finalement d'assez brut, d'assez écologique, qui est tout simplement la classe virtuelle. Et je vais passer la main à Mathilde Duplan qui va nous aider à nous orienter dans cette jungle de la formation à distance. Je vais juste vous demander si vous m'entendez maintenant, pardon. Je t'entends parfaitement. Merci. C'est bon, ouais. Oui, donc le digital learning, bon, alors en fait, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de définition unique et il y a un petit peu ce que chacun veut mettre derrière chacun des termes. Mais bon, pour essayer de donner une acceptation commune de chacune des termes, je vous propose cette matrice qui est un petit peu un lexique du digital learning. Donc, digital learning, c'est un terme qui est un petit peu un terme ombrelle qui rassemble l'ensemble du phénomène de digitalisation, si vous voulez, des modalités de formation. Et à l'intérieur,
l'intérieur du digital learning, donc, on va retrouver plusieurs modalités que je vous propose dans cette matrice selon 2 axes. Un axe synchrone, asynchrone. Donc, synchrone, tout le monde, tous les apprenants au même endroit, au même moment, et asynchrone, les apprenants, chacun sur leurs activités, où ils le veulent, quand ils le veulent. Et un axe privé-public, donc privé réservé à un groupe ayant payé ou appartenant à une organisation, et public accessible à tous. Donc voilà, donc pour les différents axes. Si on regarde du côté du privé synchrone, c'est ici qu'on va retrouver la classe virtuelle dont tu parlais à l'instant, Marie-Hélène. Également le présentiel enrichi d'outils digitaux, et qui vont faire partie également de ce que l'on entend par digital learning. Et à l'opposé, dans l'axe privé asynchrone, on va retrouver ici le e-learning. Alors, dans son acceptation première, qui était effectivement des activités très autonomes ou sur lesquelles l'apprenant est un petit peu seul face à son écran. Et en fait, le phénomène que l'on voit depuis plusieurs années maintenant, c'est une hybridation de cette modalité dans laquelle, en fait, dans les e-learning, dans lesquels on va rajouter des temps synchrones, des temps d'échange, des temps de tutorat, et ce qui nous ramène vers le centre de la matrice entre synchrone et asynchrone, et toutes les modalités qu'on appelle blended learning, c'est-à-dire des programmes d'apprentissage qui vont mêler des temps synchrones et des temps asynchrones. Je fais un petit focus sur ce que l'on appelle le SPOC, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, SPOC pour Small Private Online Course, ce qui signifie un cours en ligne, en fait, donc sur une base de e-learning, mais avec de forts temps d'échange, de classes virtuelles et de tutorat et d'accompagnement. Donc vraiment une modalité hybride. Et je passe rapidement sur la ligne publique avec en asynchrone public. Ah non, mais il y a une erreur, c'est pas la bonne version de la présentation puisque le Cook ne va pas forcément là. Donc je m'arrêterai juste sur le MOOC. Hop, disparition, réapparition. Donc sur le MOOC, Massive Open Online Course, donc des cours en ligne accessibles à tous, avec à la fin potentiellement une certification payante. Et dans la rubrique public synchrone, les webinaires, comme ce que l'on fait aujourd'hui, et qui peuvent être une façon pour les apprenants et donc également pour les salariés d'une entreprise d'apprendre de leur côté, ce qui fait appel à tout le côté individualisation des parcours de formation dont on aura l'occasion de reparler. Voilà. Donc voilà pour ces quelques définitions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat et j'y répondrai avec plaisir. Merci Mathilde. On va peut-être passer à la partie expérience finalement. Quels ont été, vous, de votre côté, vos retours d'expérience, que ce soit du côté Bloomer Impulse, où je sais aussi que Mathilde, toi, tu as eu des formations aussi cette année côté apprenant. Oui. Comment ça s'est passé? J'y vais, du coup? Vas-y. Ouais. Donc moi j'ai eu l'occasion de faire plusieurs formations cette année, des formations présentielles avec respect des gestes barrières jusqu'à des formations totalement à distance, voire en ligne en autonomie. Moi j'en retire 3 choses qui sont aussi des conseils au moment de choisir une formation en digital learning. La première, c'est l'importance des outils. C'est vraiment, ça paraît être la base. En tant qu'utilisateur numérique, on l'est tous, les salariés le sont aussi, et on est habitué à des expériences qui sont de bonne qualité, hein, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a tout un travail sur l'expérience client qui est faite en ligne, et on s'attend à avoir une expérience de la même qualité, y compris dans des parcours d'apprentissage. Et donc, les outils sont vraiment très, très importants, la qualité des parcours, et des choses aussi bêtes que des outils de visioconférence et de classe virtuelle doivent vraiment être performants. Et moi, j'ai eu la malchance de travailler avec des outils de classe virtuelle qui ne l'étaient pas, et du coup, ça perturbe énormément l'expérience d'apprentissage. Donc, premier point, c'est vérifier que la plateforme est performante. Deuxième point, c'est l'importance du rythme, parce que à distance, l'attention se disperse très facilement. Et donc, on n'est pas du tout sur de la transposition de présentiel à distanciel, et il est vraiment primordial de capter l'attention des participants de manière continue et vraiment d'avoir des parcours dédiés à du distanciel, à du digital. Le dernier point, c'est la création du groupe. J'ai pu comparer, j'ai fait 2 formations, une en présentiel, une en distanciel, avec le même nombre de participants sur la même durée. Et en fait, le groupe
c'est plus créé dans la présentation dans la formation à distance que dans la formation présentielle. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Ça tient à quoi? Ça tient juste à l'initiative d'une personne d'avoir créé un groupe WhatsApp pour que les gens gardent contact autour de la formation. Et du coup, c'est intéressant de se dire deux choses, c'est que les groupes peuvent se créer aussi à distance, et le groupe est hyper important dans une expérience d'apprentissage. Et en revanche, il faut donner l'impulsion pour le faire et pour que ce groupe se crée, et donner les outils. Voilà. Merci Mathilde. Je vais prendre la suite du coup pour parler un peu sur chez Bloomer Impulse comment ça s'est passé. Nous, on avait la chance en fait d'être bien positionnés dès le départ puisqu'on faisait déjà de la formation à distance et sur les sujets clés pendant toute cette phase-là, donc les soft skills, le management, le stress, etc. Donc on n'a pas eu de rupture en fait dans notre offre. Mais le début de la crise, je pense qu'il a vraiment été marqué par plusieurs défis qui étaient un peu en tension. Le premier défi qui a été ce passage hyper soudain finalement au télétravail pour tout le monde, dans beaucoup d'entreprises, et donc la nécessité de former à la fois les collaborateurs et les managers à cette nouvelle façon de travailler. Et puis comme c'était pas des sujets qui étaient prioritaires pour beaucoup d'entreprises auparavant, ça voulait dire que les RH ont dû trouver en urgence des solutions. Et que les prestataires de services ont dû aussi en urgence adapter leur offre. On a vu une digitalisation assez rapide et massive de pas mal d'offres de formation. Et d'un autre côté, on était quand même dans un contexte de grande incertitude, de peur aussi, et puis de beaucoup d'instabilité. Donc c'était pas forcément le contexte le plus propice à la formation. Et on a constaté, nous, chez Bloomer, qu'il y avait aussi des grandes disparités entre des collaborateurs qui étaient très sous pression parce qu'obligés de jongler entre le télétravail, les enfants, etc. Et puis d'autres qui, au contraire, finalement, se retrouvaient presque avec plus de temps qu'avant parce qu'ils étaient en activité partielle, qu'ils étaient chez eux, etc. Donc il y avait un peu ce décalage aussi dans les expériences qui n'était pas évident à gérer. Et puis cette incertitude qui pesait aussi sur les décisions stratégiques des RH. Finalement, on était beaucoup sur des questions de besoins assez urgents ou sur du court terme, plus que sur qu'est-ce qu'on va faire en 2021 pour la formation. C'était OK, maintenant, il faut qu'on gère ce qui se passe actuellement et avec pas beaucoup de visibilité sur les budgets à venir, etc. Donc, c'était un peu ça le contexte. Et puis, bon, au fil des mois, les choses, elles sont quand même un peu normalisées. On a aussi vu émerger d'autres sujets, plus sur l'accompagnement psychologique, sur la question du stress, de la résilience. Donc d'autres thématiques et puis un retour quand même à la normale sur les parcours de formation d'avant, sur d'autres sujets qui sont pas forcément liés à la crise, sachant que les entreprises en activité partielle ont pu bénéficier du FNE et qu'il y en a quand même un certain nombre qui en ont aussi profité pour financer les formations. Donc voilà, donc finalement pour nous on a vraiment vu cette montée du digital learning pendant l'année passée, mais dans un contexte très particulier, ce qui, je pense, fait le lien avec la suite. Oui, pour Amélie, comment ça s'est passé chez Club Identicar? Bah ouais, ça fait clairement effet miroir par rapport à ce que Noémie évoque. Chez Club Identicar, parmi nos gros objectifs de l'année 2020, avant de savoir tout ce qui allait se passer, on avait décidé de mettre un gros coup d'accélérateur sur la formation. C'est un sujet sur lequel on voulait beaucoup mieux travailler. Et donc, passé la sidération du premier confinement, on s'est pas laissé abattre et finalement, on a organisé davantage de formations que ce qu'on avait fait les années précédentes. Comment on a fait ça? D'abord, en interne, on fait pas mal de formations en interne, notamment pour nos équipes de relations clients, mais aussi des coups de pouce, donc des mini-formations sur des sujets très divers qui sont proposés directement par les collaborateurs. Donc là, on a fait preuve d'agilité en très rapidement adaptant les formats de formation et en continuant à distance de les proposer. Et sur la partie externe de nos formations, oui, clairement, ça a été un moyen de nourrir nos équipes lors des moments de creux d'activité des confinements. Et donc, on avait déjà été habitués à se mettre au travail à distance avec le premier confinement. Donc finalement, le digital learning, pour nous, ça a été le second pas qu'on a franchi de manière assez facile. Merci Amélie. Alors sur le chat, on est assez timide. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience de cette année. On est vraiment curieux et preneurs de tout type d'expérience. Et finalement, est-ce qu'on peut se dire que cette année, ça a été l'occasion de promouvoir les avantages de la formation à distance? Est-ce que ce serait un mal pour un bien finalement? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais parler, je pense, pour les, d'un point de vue RH notamment, je pense qu'effectivement, il y a quand même cette particularité, comme je disais, d'avoir ce passage, cette adaptation brutale et collective aussi.
au tout début en tout cas, donc sur la question du télétravail. Et donc ce besoin de former finalement de façon assez uniforme et sur un même sujet un grand nombre de personnes. Et je pense que c'est là que le digital a vraiment pu montrer sa force, c'est cette capacité d'accompagner en fait à grande échelle et sur du volume, mais sans sacrifier la qualité pour autant. Et puis bon, nous chez Bloomer Impulse, l'ensemble des formations elles sont couplées à un accompagnement individuel par des coachs. Et ça permet aussi d'avoir à la fois l'impact collectif qui permet en fait de diffuser une culture commune des fondamentaux, etc. Et à la fois, ça permet aux collaborateurs de s'approprier en fait tous les enseignements par rapport à leur propre situation, par rapport à leur propre contexte. Et donc vraiment toute cette période-là, je pense que cet accompagnement individuel qui souvent est réservé plutôt à une poignée de talents ou de managers, il a été super important. Parce qu'il y avait un vrai besoin d'écoute, un vrai besoin de soutien face à tous les bouleversements. Et donc oui, je pense que ça a quand même été un mal pour un bien dans le sens où ça a permis de démocratiser cette formation à distance et sur aussi des modalités différentes que ce qu'on faisait peut-être de façon assez classique jusque-là. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Noémie. Nous, dans ce qu'on a vécu, effectivement, on faisait déjà un petit peu de digital learning, mais vraiment à petite échelle, on va dire. Et avec ces nouvelles contraintes, on a découvert pléthore de formations. On a enlevé un peu les barrières qu'on devait se mettre auparavant. Notamment, on peut accéder aussi à des formations de notre région ou des formations en digital. Tu dis que l'accompagnement individuel a été important. Chez nous, on l'a vécu. Alors, on utilise Bloomer régulièrement, mais on a aussi des coachs en interne qui ont été énormément sollicités en 2020 en mode distanciel, ce qu'on faisait pas auparavant. Et pour nous, ça a été aussi l'occasion de tester de nouveaux modes de fonctionnement sur la formation. À titre d'exemple, on a testé le micro-learning, chose qu'on ne connaissait pas tellement chez Identicar auparavant. Donc, le micro-learning, alors je suis pas une experte, mais en quelques mots, c'est par des actions quotidiennes, des petits questionnaires ou des actions qu'on va demander aux collaborateurs de faire au quotidien. On va en fait enrichir et développer ses compétences sur tel ou tel sujet. Chez nous, on a testé Team Drill, qui s'est intégré directement dans notre outil Teams qu'on utilise au quotidien et qui a permis d'accompagner les équipes de relations clients et de les faire monter en compétences sur la partie technique de leur métier. Et ce qu'on a trouvé d'intéressant au travers de ce nouveau mode de fonctionnement, c'est que on oubliait complètement la partie évaluation de la formation, ce qui n'était pas le plus important pour nous, parce que l'algorithme finalement va s'adapter au niveau du collaborateur. Il va adapter les questions qu'il va lui envoyer en fonction de ses difficultés et du coup, comme ça, le faire monter en compétences de manière assez graduée. Donc voilà, donc ça c'était assez intéressant de voir comment on pouvait être challengé de manière différente, individualisée, tout en ayant ce contexte collectif grâce à Team Drill. Ouais, et effectivement, le digital learning va ouvrir la voie ouvre la voie déjà, et le confinement a permis de l'accélérer, à l'adaptative learning, c'est-à-dire à toutes ces technologies qui vont permettre d'adapter véritablement les parcours aux besoins de l'apprenant. Et ça, c'est vraiment super. Après, c'est des projets un petit peu forcément un peu lourds à mettre en place quand on les met en place au sein d'un programme spécifique pour une entreprise. Ça me fait penser à ce qu'a pu faire par exemple Monoprix sur un parcours de gestion de la chaîne de formation sur la gestion de la chaîne du froid, où en fait ils sont passés d'un parcours digital le même pour tous, quel que soit le métier, quel que soit le niveau de départ, à une formation adaptée en fonction du métier et du niveau de départ, et à des modules qui s'adaptent au fur et à mesure. Et les résultats, c'est plus de satisfaction sur le parcours de formation et surtout, à la fin, des meilleurs résultats aux audits de gestion de la chaîne du froid. Donc voilà, les résultats, ils sont bien là. Et effectivement, l'adaptive learning, va probablement accélérer avec la maturation digitale de l'ensemble du secteur de la formation. Je rajouterai aussi dans ce que 2020 a apporté le fait que la souplesse, plus de souplesse dans l'organisation, ça permet aussi de concentrer les budgets tout simplement sur l'apprentissage et moins sur la gestion des déplacements, des hôtels, des réservations, etc. Et en fait, ça c'est aussi une bonne nouvelle. Une responsable de formation dans le domaine de la banque me disait que l'idée c'est pas du coup de tout basculer en digital, en distanciel, mais peut-être de revoir un peu le curseur, puisqu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, de positionner, de faire peut-être au lieu de faire 80% de présentiel,
distanciel, peut-être de diminuer à 50% présentiel. Et voilà, on a vu en 2020 que ça pouvait vraiment bien fonctionner aussi. Merci. On va peut-être faire un tour sur les questions sur le chat. Vous y avez répondu partiellement, mais il y a Yasmine qui nous demande, pour les formations spécifiques à l'entreprise, au métier, avez-vous réadapté les outils? Donc, Amélie a justement proposé quelques outils, notamment adaptés à Teams. Il y a eu évidemment de nouvelles plateformes qui ont été aussi utilisées. Est-ce que vous voulez compléter la réponse, Noémie ou Mathilde? Nous, on n'est pas trop concernés là-dessus puisqu'on est exclusivement sur des formations plutôt soft skills, etc. Donc, on ne fait pas du tout justement de la formation métier. Je cherche des exemples dans les entreprises que j'ai pu croiser. C'est-à-dire des outils existants qui ont été réadaptés pour du digital, pour du je pense que c'est peut-être qu'elle peut préciser le sens de sa question. Mais en tout cas, il y a Inès aussi qui complète en nous disant, concernant les facteurs clés de succès, il y a aussi l'animateur de la formation, il faut qu'il soit punchy, il faut évidemment, il porte aussi son sujet. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut tout à fait souligner. Et l'utilisation d'un scénario pédagogique est primordial. Oui, et d'un scénario pédagogique en fait spécifique pour du distanciel, dans lesquels, parce que le temps d'attention finalement derrière un écran, il est bien moindre que en présentiel. Et puis le formateur, surtout à distance, peut ne pas voir que l'apprenant a décroché, et du coup voilà, on a besoin d'interaction tous les quarts d'heure, c'est ce qui est recommandé. Et ça signifie qu'il suffit pas de basculer un scénario présentiel en distanciel. C'est beaucoup plus que ça. Merci Mathilde. On va parler aussi de la modalité distancielle et ses limites aussi. Comment on peut les dépasser? Parce qu'elles en ont des limites. Je pense que je me permets de prendre la suite parce que c'est directement en lien en fait justement avec ce qui vient d'être dit sur les formateurs. Effectivement, l'expérience d'apprentissage c'est pas du tout la même en fait en distanciel qu'en présentiel. Notamment du fait que en présentiel tout le monde est dans une même pièce et le contact avec le formateur ou la formatrice elle est directe et avec c'est beaucoup plus facile de percevoir les signaux faibles d'engagement, de baisse de régime, etc. Et puis d'adapter le ton, d'adapter le rythme, les activités en fonction. Tandis qu'à distance, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on parle de formations du coup de type classe virtuelle ou de type webinaire où il y a ce contact-là et qui sont asynchrone. Donc ça veut dire justement que les formateurs ont dû aussi se former assez rapidement à des nouveaux outils, à des nouvelles techniques d'animation. Donc c'est quand même tout un art d'animer le collectif à distance. Donc il y a ça c'est en effet un enjeu, hein, c'est cette question du lien. Et puis sur les formations qui ne sont pas qui sont des formations asynchrones ou qui sont des formations individuelles comme nous ce qu'on fait chez Boomer où du coup il y a pas d'animateur direct, c'est encore plus compliqué puisque ça veut dire qu'il faut appliquer en fait les techniques d'engagement qu'on peut avoir en présentiel à du distanciel. Donc par exemple varier les contenus, par exemple envoyer les bons messages d'encouragement au bon moment, essayer d'encourager tout ce qui est, de faire levier sur tout ce qui est motivation intrinsèque, etc. Et c'est là encore une fois que l'accompagnement aussi est très important, que ce soit du mentorat, du tutoring, du coaching, parce que c'est ce qui va permettre d'aller plus loin dans l'apprentissage, d'ancrer l'apprentissage et puis justement d'avoir un suivi, de s'assurer que la personne va au bout, continue sa formation, qu'elle décroche pas, etc. Et on sait aujourd'hui que sur certains sujets comme les soft skills par exemple, que le distanciel sans accompagnement ça marche pas. Dans la durée en fait ça ancre pas les apprentissages dans la durée. Donc ça c'est une autre difficulté. Et puis comme disait Mathilde, l'attention elle est beaucoup plus facilement détournée quand on est derrière son écran seul. Ou même pas seul d'ailleurs, que ce soit du virtuel ou du réel, et ça demande beaucoup d'énergie de rester concentré. Et il y a un dernier point aussi qu'on n'évoque pas beaucoup, mais je pense qu'il est important, qui est la question de la maîtrise des outils, parce que en fait, d'un collaborateur à l'autre, tout le monde n'a pas du tout la même maîtrise et tout le monde n'est pas à égalité sur ces questions-là. Et le fait de pas maîtriser un outil sur la formation en distanciel, ça peut faire vraiment obstacle en fait à l'expérience d'apprentissage. Et c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier, mais voilà. Et puis là, avec la crise sanitaire, ça a été, je pense, encore plus abrupt pour certains parce que il y a eu une multitude d'outils soudainement qu'il a fallu découvrir, maîtriser, etc. Donc il y a aussi cet enjeu-là qu'on n'a pas en présentiel.
Je suis d'accord. Moi, je le vis aujourd'hui. Je suis en formation. Voilà, je squeeze un petit peu pour être avec vous, mais je le vis aujourd'hui. Le b.a.-ba, effectivement, c'est les outils en tant qu'utilisatrice ou de stagiaire de la formation. Là, j'ai en face une formatrice qui a des problèmes de connexion, la pauvre, donc qui est vraiment dérangée pour faire sa formation. Et c'est vrai que côté utilisateur, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de le suivre. Et t'en parlais tout à l'heure, Mathilde, mais le côté informel, moi, pour avoir vécu quelques formations à distance, c'est ce qui a été le plus difficile pour moi, parce que effectivement, il n'avait pas forcément été instauré. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui se prépare, je pense, en amont. Et qui se travaille et côté main dans la main côté RH et côté organisme de formation, de comment on prépare cette formation, comment on donne aux formateurs en face les clés pour bien connaître l'entreprise et pour bien se préparer aussi à son intervention, pas seulement sur la partie technique de la formation. Donc nous, ça a été un enjeu de passer des formations qui étaient prévues en présentiel en distanciel, notamment une formation de prise de parole en public. Et ça a été un succès parce qu'il y avait cette préparation, parce qu'on a fait des groupes plus restreints et parce qu'il y avait des choses simples comme les règles d'or pour bien suivre la formation, mettre la caméra, pas interrompre, etc. Donc oui, c'est beaucoup de préparation, je pense. Et moi, je compléterai peut-être par quelques difficultés que ça peut poser du côté des RH, qui sont en fait des changements de process dans des équipes formation qui sont déjà en sous-effectif un peu structurel souvent. Suivre des formations avant qui étaient en présentiel, feuilles de présence physique, etc. Là, qui basculent en distanciel, ça change un peu les process. Suivre les performances dans e-learning, c'est différent de ce qu'on pouvait faire avant. Et donc, du coup, tout simplement, c'est du changement et ça s'accompagne et ça peut amener des difficultés. Et puis plus globalement, le développement du digital nécessite de monter en compétence sur la gestion de projets digital, peut-être même sur de l'agilité et sur de l'externalisation aussi. Donc voilà, c'est des changements qu'il faut accompagner, qui ne sont pas non plus du jour au lendemain dans les entreprises. Merci Mathilde. Il y a Iris qui pose cette question peut-être pour toi, Noémie. Comment vos collaborateurs appréhendent-ils les formations en soft skills en e-learning? Pensez-vous que ces formations doivent forcément être blended learning, complétées par un coaching? Alors, clairement, je vais répondre non, puisque nous, on fait en grande majorité des formations 100% distancielles. Avec quand même, on s'est rendu compte justement là avec la crise sanitaire qu'on avait beaucoup plus de demandes sur des ateliers en présentiel collectifs à un moment donné sur les parcours de formation. Je pense que parce que ça manque beaucoup en fait et que du coup on essaie de réinjecter un petit peu de présence et un petit peu de chaleur autre que du virtuel. La façon dont nous on assure l'engagement sur ces formations-là et puis l'impact derrière, c'est vraiment de coupler l'e-learning au coaching. Donc, je pense que l'e-learning seul sur des soft skills, c'est difficile d'avoir un impact et d'avoir un impact sur le long terme et vraiment d'ancrer des nouvelles pratiques parce que en fait, les soft skills, par définition, il y a quelque chose qui est très personnel dans l'apprentissage des soft skills pour être en mesure de raccrocher ça à qui on est, à ses propres valeurs, etc. C'est là que les coachs en fait permettre d'aller plus loin. On peut pas faire juste de l'e-learning pédagogique entre guillemets sur apprendre certains concepts, etc. Et il faut que ça s'ancre dans l'action et l'accompagnement permet d'ancrer tout ça dans l'action. Donc après, le blended, il est intéressant quand c'est sur du collectif, je pense, qu'on peut aussi faire en distanciel. Nous, on a encore une fois aussi beaucoup plus de demandes sur du collectif qu'on avait avant, où on avait des parcours finalement en parallèle en fait, où les collaborateurs faisaient des parcours différents, ou les mêmes mais en parallèle. Et là, on a beaucoup plus de demandes sur du collectif, et ça permet aussi d'animer un peu le tout, de se sentir moins seul, etc. Donc ça permet aussi d'aller un peu plus loin là-dedans. Donc voilà. Donc oui, je pense que le distanciel peut quand même tout à fait assurer un impact sur ces formations. Merci Noémie. Et dans cette jungle en fait de la formation à distance, quel rôle pourrait revêtir le RH en fait? Là, c'est une question qui se pose. Déjà, pourquoi une jungle en fait? Si je peux me permettre de commencer à répondre, c'est
Et je pense qu'il y a un aspect qui est que quand on choisit une thématique de formation, se pose tout de suite derrière la question de la modalité. Et effectivement, avec le digital, des modalités, j'en ai pléthore, et ça peut poser des difficultés. La question, le vrai axe en fait pour choisir la modalité, c'est synchrone, asynchrone. Est-ce que j'ai besoin de temps de partage, de temps d'échange? Il y a une personne dans le chat là qui posait une question sur l'onboarding. Je pense que typiquement les onboarding, ça va être des moments, en particulier s'il y a plusieurs personnes, de partage de culture d'entreprise et de partage et qui va nécessiter des questions-réponses, des allers-retours, et qui a complètement du sens en synchrone en fait, par rapport à des temps asynchrones qui vont être plus des temps descendants sur lesquels on a confiance dans le fait que le salarié pourra être autonome dans son apprentissage là-dessus. Donc bon, voilà, il n'y a pas de réponse unique en fait à telle thématique, telle typologie, mais effectivement le responsable formation va devoir faire un choix entre ces différentes modalités. Et je pense qu'un bon axe de réponse là-dessus, c'est vraiment de mettre l'apprenant au centre du projet, et de vraiment prendre son point de vue dans le choix des modalités qu'on va réaliser, parce que je vous prends un exemple récent. Là, j'ai un ami qui a fait une formation dans son entreprise, qui a dû faire une formation e-learning obligatoire pour tous, et pas en rapport avec son métier direct, mais quelque chose de corporate, voilà. Et le résultat, ça a été que en plus un e-learning assez long, qu'il a fait passer tous les écrans les uns après les autres sans les regarder et en travaillant à côté. Et puis, à la fin, il y avait un questionnaire obligatoire pour valider le module. Et en fait, dans l'entreprise, les réponses passaient un peu sous le manteau, les bonnes réponses passaient sous le manteau pour avoir la validation. Donc là, on est sur un programme qui est passé complètement à côté de son objectif, parce qu'on n'a pas en amont réfléchi à quel programme pour qui, obligatoire ou pas, est-ce que c'est un e-learning ou pas. Enfin voilà, il y a eu un manque d'adéquation, et donc il y a quasiment une démarche de design thinking à réaliser dans le choix d'une modalité sur une thématique donnée en fait. Et puis on a également le rôle du RH qui va jouer aussi dans l'accompagnement sur l'individualisation des parcours, puisque la loi à venir, elle est venue vraiment donner les clés aux collaborateurs de son parcours de formation via le CPF, ce qui veut dire que le collaborateur, il est exposé en direct à plusieurs offres de formation, et il peut faire un petit peu son choix, et il va s'y connaître de plus en plus en termes de modalités, en termes d'organismes, en termes de thématiques de formation aussi. Et donc, voilà, il faut que en tant que responsable formation, qu'on en tienne compte aussi de ça, de ce niveau d'information qui augmente et qui est très bien, et aussi d'être en mesure d'avoir les réponses claires sur la façon dont on peut accompagner un projet personnel de formation, que ce soit via un abondement de CPF ou via des facilitations autour du CPF. Voilà. Il y a un vrai accompagnement dans l'individualisation des parcours en fait. Merci Mathilde. Amélie, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette question des RH dans cette jungle des formations à distance? Bah oui, je rejoins ce que dit Mathilde. Effectivement, nous, notre enjeu, c'est d'accompagner dans l'individualisation des parcours les collaborateurs, et on n'est plus seulement conseil effectivement sur le programme de formation, mais aussi sur la modalité qu'on va mettre en face. Et en fait, c'est tant mieux, parce que comme tu le dis à juste titre, Mathilde, ça permet d'avoir des discussions qui sont différentes, qui sont beaucoup plus approfondies. On va s'adapter effectivement aux compétences aussi comportementales des collaborateurs pour choisir la bonne modalité. Il faut avoir voilà, la capacité de suivre une formation total e-learning par exemple. C'est pas fait pour tout le monde. Je suis d'accord avec ça. Voilà, nous, notre rôle en tant que RH, c'est de comprendre aussi les besoins du collaborateur et ses capacités pour choisir la bonne modalité. On a aussi, je pense, un rôle de cohérence. Je crois que c'est Noémie tout à l'heure qui parlait de programmes de formation, notamment qui touchent à la culture d'entreprise. Donc oui, il y a de l'individualisation des parcours, mais il y a aussi cette cohérence qu'on doit apporter dans l'entreprise. À titre d'exemple, et alors là pour le coup, je suis pas sur du digital, mais chez Identicare, là cette année, on met en place pour tous les collaborateurs qui le souhaitent une formation sur la communication non violente, parce que ça fait partie de
notre culture, d'être au-delà de la bienveillance, dans une écoute qui est très active entre nous, parce on travaille beaucoup en intelligence collective, et s'il n'y a pas cette écoute-là, ça fonctionne pas bien. Oui, c'est le rôle des RH aussi d'accompagner cette mouvance en fait de la culture d'entreprise pour tout le monde. Donc, la communication non violente, en l'occurrence, on a décidé de le faire en présentiel parce qu'il y a une partie expérientielle qui était importante pour nous et ça va au-delà de la formation. Il y a un côté team building très fort et des échanges informels qui sont très importants au cœur de cette formation. Oui, aux ateliers durables, on la propose cette formation et c'est vrai qu'on propose un webinaire de présentation de l'outil. On recommande par la suite plutôt du présentiel justement parce que c'est vrai que c'est très expérientiel. Exactement. Merci Amélie. Alors, on avait pas mal de questions sur le chat par rapport à l'engagement. Comment faire pour engager les collaborateurs quand on a toutes ces formations? Parce que finalement, ça reste quand même du temps passé devant l'écran qui devient, qui est en plus en fait. Donc, comment faire pour que les personnes s'inscrivent? Comment faire pour qu'elles suivent et qu'elles finalisent la formation? C'est vraiment une question qui a été même au cœur de nos échanges pendant la préparation de ce webinaire en fait, parce que finalement, c'est l'enjeu de la formation. Je pense que ça rejoint aussi beaucoup ce qui vient d'être dit sur la question des modalités. Et du coup, d'abord de comment est-ce qu'on met à disposition la formation. Déjà, ça va jouer sur l'engagement. Est-ce qu'on est sur des formations que on appelle mises sur l'étagère où les collaborateurs vont aller choisir en fait parmi un catalogue ce dont ils ont envie? Est-ce qu'on est sur la prescription? Ou par exemple on est sur une formation qui s'inscrit dans un parcours de formation où tous les primo managers vont faire la même formation de façon automatique sans qu'ils l'aient choisi. Est-ce qu'on est sur la prescription de la part d'un manager ou d'un RH qui a identifié un besoin vraiment spécifique chez un collaborateur? Est-ce qu'on est sur ce qu'on appelle parfois les formations dirigées, qui est exactement ce que disait Amélie sur en fait les RH vont identifier un enjeu et vont du coup mettre à disposition une formation sur cet enjeu précis. Donc là, par exemple, la communication non violente. Ou alors, est-ce qu'on est dans le cas où c'est carrément le collaborateur sur des parcours très individualisés qui va dire moi, j'ai besoin de telle formation sur tel sujet parce que j'ai identifié ce besoin-là. Et dès le départ, en fait, la façon dont la formation est amenée, ça va forcément jouer sur l'engagement. Nous, on a constaté chez Boomer que, par exemple, l'engagement n'est pas du tout le même sur des passages obligés dans des parcours de formation où un primo manager va faire une formation ou là sur par exemple le management à distance où on a des clients qui vont imposer entre guillemets la formation à tous leurs managers. On n'est pas du tout sur les mêmes taux d'engagement que si la formation a été choisie par le collaborateur ou la collaboratrice, que la personne sait exactement pourquoi elle fait cette formation, qu'elle peut faire le lien direct avec ses enjeux au quotidien, ses besoins au quotidien, et mettre en action, etc. L'engagement n'est pas du tout le même. De même que sur des formations de type, par exemple, où ça nous arrive d'avoir des clients qui pour prendre soin de leurs collaborateurs, vont proposer des formations autour du bien-être au travail. En accès libre, et ben c'est pareil, on a beaucoup plus de touristes qui vont venir voir, faire un tout petit peu du programme et puis plus jamais revenir. Donc on n'est pas là-dessus, on n'est pas sur les mêmes. Dès le départ, ça pose un petit peu la question de l'engagement. Et puis du coup, je pense que ça vraiment ce lien entre le contenu, le sujet de la formation et la personne qui le fait et ses appétences, c'est là que l'engagement il va se jouer beaucoup. Et donc sur la question des modalités, comme on disait, par exemple, il y a des personnes qui adorent les contenus tout vidéo et puis d'autres qui aiment pas du tout ça. Il y a des personnes qui vont complètement accrocher sur la gamification et d'autres pas du tout. Et il y avait la question sur comment est-ce qu'on fait pour vraiment mettre en adéquation les appétences des collaborateurs avec des formations. Je pense qu'à un moment donné, faut pas se leurrer non plus en fonction des budgets. Déjà, on n'a pas la capacité forcément d'avoir tout le panel de toutes les possibilités. Hein. Je pense que dans beaucoup de boîtes, on reste sur on est sur la classe virtuelle ou on est que sur l'e-learning où on a une ou deux possibilités, mais on n'a pas tout le catalogue possible ou en fonction des collaborateurs. Enfin, l'individualisation, c'est quelque chose vers lequel on peut tendre, mais aujourd'hui, on en est quand même, je pense, encore très loin dans beaucoup d'entreprises de pouvoir vraiment faire l'individualisation de parcours. Mais déjà dans le choix, avoir un catalogue relativement étendu où les collaborateurs peuvent aller choisir en fonction de leurs besoins, c'est déjà une première étape qui est
qui est nécessaire. Et puis, il y avait une question tout à l'heure, il me semble que c'était Inès, sur la question du temps, de à quel moment est-ce que les collaborateurs font ces formations. Et donc, chez Bloomer, où on est donc sur l'autonomie, où la personne le fait de façon individuelle, c'est vraiment un enjeu qui est important parce qu'on constate aussi que c'est pas du tout pareil si les collaborateurs sont supposés le faire sur leur temps hors travail, ou s'il y a un flou un peu là-dessus. Si c'est pas acté dès le départ, que ok, ça fait partie des tâches du quotidien. Donc il y a un bloc à trouver dans la semaine, tout le monde est d'accord, il y a le soutien du manager derrière, et c'est ok que le collaborateur, la collaboratrice utilise son temps de travail pour faire cette formation-là. Et donc là, bon, on peut bloquer un créneau dans l'agenda. On sait que c'est sacralisé entre guillemets. On viendra pas coller une réunion parce que c'est plus important. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment à valider dès le départ. Et je pense que c'est pas forcément ancré dans les habitudes parce qu'en présentiel il n'y a pas ce besoin-là. Et donc d'un côté il y a la grande flexibilité au niveau logistique de pouvoir faire tout ça à distance sur l'individuel et donc de pas avoir à réserver des temps, des salles, des jours, etc. Mais d'un autre côté, c'est important de le formaliser et ça fait aussi partie, je pense, de l'engagement derrière et du succès d'une formation. Donc oui, voilà. En gros, sur la question de l'engagement, sachant que il y a quand même les mêmes problématiques qu'en présentiel sur certains sujets, sur beaucoup de sujets en fait. C'est-à-dire qu'en présentiel, c'est pas parce qu'on a 30 personnes dans une salle qui sont toutes présentes tout le long de la formation. À écouter en théorie le formateur ou la formatrice, que l'engagement il est là et qu'à la fin tout le monde en a retenu la même chose. En fait, il y a les enjeux d'attention qui sont plus compliqués en distanciel, de distraction, etc. Mais on reste sur les mêmes problématiques, qui est qu'une formation de toute façon, elle peut jamais être à 100%, avoir un impact à 100% pour tous les collaborateurs, quoi. Et il y a une question qui fait écho à ce que tu dis, Noémie, de Ornella, qui nous dit « Ce n'est pas évident de suivre une formation et d'en retenir des infos. Nous sommes tellement hyper connectés que parfois le cerveau est comme saturé. » Avez-vous des conseils pour contrer ça? Je pense que peut-être que Mathilde pourra aussi, par son expérience, ou Amélie d'ailleurs, mais j'aimerais juste rappeler quelque chose. C'est en fait sur certaines formations, notamment sur les soft skills par exemple, sur des formations de 8 heures par exemple, des fois en fait c'est une action, un conseil que la personne va retenir et qui va être suffisant pour considérer que la formation a de la valeur. Donc je pense que quand on est sur des changements de pratique, sur des comportements, etc. C'est illusoire de se dire que tout va être intégré, que tout va amener des changements sur tous les sujets, etc. Il faut être un petit peu modeste et humble dans l'impact qu'on cherche à avoir sur certains. Alors quand on est sur la formation technique où il y a des acquis à valider, c'est différent. Et là on ancre l'apprentissage de connaissances et donc on n'est pas sur les mêmes enjeux. Mais sur du comportemental, sur les compétences transverses, etc. Je pense que ce qui est très important, c'est poser un objectif au départ et se dire ok, sur ce sujet-là, voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà où j'aimerais en être à la fin de la formation. Et je fais un peu le tri en fait. Si je sens que je sature, je fais le tri dans les informations pour juste atteindre cet objectif-là et pas essayer d'être partout sur tous les sujets et d'atteindre tous les objectifs possibles de la formation. Ouais, juste pour compléter sur la question d'Ornella, et en fait Ornella fait référence à ce qu'on appelle la surcharge cognitive, c'est-à-dire la capacité du cerveau à traiter un nombre d'informations restreint. Et effectivement, pour l'éviter, il y a une vraie question de conception pédagogique qui va derrière, et également en fait, il y a un facteur temps qui est incompressible en fait aussi, et qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que sur une formation d'un jour, je parle plutôt de compétences techniques là, mais c'est probablement vrai aussi pour les soft skills. Il y a ce qui se passe pendant la formation et puis il y a aussi ce que l'on va en faire derrière dans la vraie vie, et ça veut dire qu'il faut impliquer aussi les managers dans donner l'espace pour de la mise en pratique derrière de ce qui a été vu en formation pour que ça puisse se transformer en véritable compétence derrière. Donc effectivement tout peut pas
voilà, il y a une partie qui peut se passer en formation, mais il y a aussi tout ce qui va aller derrière pour la mise en pratique et qui va vraiment contribuer à l'ancrage mémoriel en fait de ce qui de la thématique. Ouais, et pour compléter sur la partie expérience de formation, je pense que d'expérimenter en fait au cours de la formation, ça va permettre d'être plus concentré, d'être plus engagé aussi, parce qu'on va pouvoir confronter ses propres problématiques au sujet qui est attribué à la formation, et là l'engagement est d'autant plus important. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais, Noémie, comment avoir de l'engagement en amont. En fait, comme tout ce qu'on fait, il faut qu'on ait du sens à aller à cette formation, à participer, à se connecter à cette formation, peu importe de la manière dont on le fait. Si effectivement ça nous tombe de manière très descendante, tu vas faire cette formation et qu'on n'y met pas de sens, ou alors qu'on n'a pas une adaptation par rapport à notre réalité d'entreprise, oui, je pense que tout un chacun aura un manque d'engagement face à une méthode de la sorte. Ce que tu dis rejoint un peu ce que dit Eric sur le chat. Il nous dit, pour favoriser l'engagement des apprenants, je crois qu'il faut réussir à les rendre acteurs de leur formation. Donc les notions sont mieux acquises si on est capable de les expliquer. Exactement. Je rebondis sur le chat une question qu'avait posée Marina, qui était plus liée, je pense que vous avez déjà apporté des éléments de réponse un petit peu toutes depuis, mais Mathilde notamment, tu nous en avais parlé. C'était comment réussir justement à déceler la modalité qui est la plus adaptée aux collaborateurs. Donc c'est aussi lié à la question de l'engagement. Voilà, est-ce qu'il y a une méthode, est-ce que... C'est la grande question et il n'y a pas de réponse malheureusement. Non, mais c'est vraiment le grand défi. En fait, malheureusement, on ne peut pas faire une formation une différente pour chaque collaborateur. C'est pas possible. Je pense que ça vient aussi du côté de la conception pédagogique, d'avoir des conceptions pédagogiques qui vont suffisamment alterner les modalités, en fait, pour pouvoir parler à toutes les manières d'apprendre de tous. Après, un collaborateur qui va pas être à l'aise en numérique, c'est vrai que ça va être un peu dommage de l'envoyer vers une formation 100% numérique, ou bien il va falloir l'accompagner dedans, et ça va être très important pour pas qu'il décroche. Voilà. Après, c'est pas évident de donner la clé de lecture globale de quelle méthode pour adapter une formation à chacun. Sachant que ça rejoint une question plus globale, on n'apprend pas tous pareil en fait. On n'a pas tous les mêmes capacités aussi de concentration. C'est aussi lié à des questions de concentration. On parlait de micro-learning, de déclinaisons comme ça de l'apprentissage, mais ce sont aussi des déclinaisons qui sont nées justement de notre sursollicitation permanente et du fait qu'il faut toujours plus contracter les formations pour être adapté à des quotidiens qui sont très très sollicitants. Mais après, c'est sûr que c'est une question très, très vaste sur comment apprendre à apprendre. D'ailleurs, il y a des formations comment apprendre à apprendre. Donc, c'est l'inception de la formation, mais c'est loin d'être anodin au final, ça. Une mise en abîme. Ouais. Bien qu'il y a... Du coup, le digital, ça a quand même permis aussi, le numérique, de proposer toutes ces modalités-là qui n'existaient pas en présentiel, mais c'est pareil, c'est en fait... en soi, le numérique a apporté beaucoup de possibilités, a ouvert beaucoup de possibles, mais la plupart des enjeux sur le numérique se posent aussi en présentiel. Et peut-être que aussi, un des points positifs, c'est que justement, ça remet un peu tout ça sur la table, la nécessité de repenser la formation, de repenser les objectifs de la formation, de repenser les attentes vis-à-vis des formations aussi, hein, c'est-à-dire que encore une fois, sur certains sujets, qu'est-ce qu'on peut espérer d'une formation ou pas. Je vois dans les commentaires, par exemple, le fait d'étaler les formations sur le temps long. C'est ce qu'on fait beaucoup chez Bloomer, parce que des programmes, ça se fait. Il y a personnes qui font en 3 mois, en 6 mois, des fois, si elles en ressentent le besoin, ou si elles sont trop surchargées dans leur emploi du temps pour pouvoir le faire de façon concentrée. Mais en fait, ça a un côté aussi qui est hyper enrichissant de pouvoir faire les changements, à la fois revenir sur des formations, laisser les choses décanter et puis revenir dessus plutôt que de concentrer sur 2 ou 3 jours, comme c'est souvent le cas en présentiel.
ou comme c'était en tout cas souvent le cas en présentiel sur les formations un peu à l'ancienne, où pendant 2-3 jours, on allait mitrailler sur un thème, et puis après, finalement, pas forcément ancrer dans la durée, pas forcément revenir dessus, alors qu'on sait le besoin d'ancrer les apprentissages dans la durée, et d'ancrer les pratiques aussi, les changements de pratiques, les habitudes, sur du comportemental, c'est tout aussi important d'être sur des temps quand même relativement longs. Donc le digital, ça permet tout ça, et je pense que maintenant, il y a une question un peu de fossé à remplir entre tout ce qui est possible et tout ce qui est en fait aujourd'hui faisable. Et on est encore loin on parle beaucoup justement du micro-learning, de l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses qui sont en train d'être inventées, créées, testées, etc. On est loin de la démocratisation au niveau des entreprises. Et donc il y a quand même aussi beaucoup de choses qui restent à inventer là-dessus. Et bon, c'est vrai que comme c'est quand même sur des budgets qui sont assez importants, on peut pas trop dire aux collaborateurs, tu testes et puis si ça te plaît pas, c'est pas grave. Mais je pense que c'est aussi comme ça en fait, et pour les RH et pour les collaborateurs, de tester différentes choses, de voir un peu ce qui marche en fonction de la culture de l'entreprise, d'essayer d'expérimenter un petit peu de ce point de vue-là. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, 2020 pour côté RH, ça a été l'occasion du lâcher prise aussi sur le sujet de la formation. On était un peu au four et au moulin côté sur la partie chômage partiel, etc. Et donc quand les équipes nous proposaient de mettre en place des formations, d'aller tester des nouveaux dispositifs, je parlais tout à l'heure du micro-learning, on a testé les MOOC aussi qu'on n'utilisait pas tellement, même si ça existe depuis assez longtemps. On a laissé faire et on s'est dit on va tester, on prend le risque de tester des choses et au final les retours d'expérience sont hyper positifs et ça nous permet de diffuser aux autres équipes les choses qui ont bien marché derrière. Donc on se donne en tout cas l'autorisation chez Identicart, ça fait partie de notre culture, mais d'être dans du test régulier. Ça fonctionne pas, et ça permet souvent de diffuser quand même des bonnes choses. Alors, j'en profite pour revenir sur le questionnaire en fait qui a été envoyé lors de l'inscription des RH contre-attaque, où on posait la question quels sont les outils RH qui ont été le plus utiles en fait cette année. Et on a eu des réponses intéressantes comme des outils d'intelligence collective comme coweb.fr. Donc, n'hésitez pas à réagir si vous connaissez. Aussi, un outil de création de formation par le jeu qui s'appelait GameLearn, qui a été cité plusieurs fois. Une appli de formation sur mobile, Skills Day, et aussi une application de création de e-learning qui s'appelle Articulate Rise. Donc, il y a quelques outils comme ça de formation qui ont un peu sauvé l'année. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a formulé dans ce questionnaire, mais ça a été aussi l'opportunité pour les entreprises de découvrir ces nouveaux outils qui permettent de dynamiser aussi les formations. Voilà. Il y a des petites blagues aussi sur le chat, je vois. Tout à fait. Sur la digitalisation des outils et des classes virtuelles en particulier, il faut veiller à pas de se transformer en inspecteur gadget non plus, parce que on peut vite avoir tendance dans un format dans une classe virtuelle dans un programme de formation qui bascule de présentiel à virtuel, justement pour capter l'attention et pour pas qu'il y ait pour garder le rythme, à se dire tiens, je vais aller les envoyer sur tel outil pour faire un tableau blanc, je vais les envoyer sur tel outil pour faire un sondage, et puis on va faire des post-it, etc. Il faut veiller à pas non plus disperser l'attention des apprenants dans différents outils, parce qu'à chaque fois on se retrouve un peu fatalement avec des problèmes de connexion d'une personne qui n'arrive pas à aller sur l'outil, d'une part, et puis d'autre part en fait les outils type Zoom, on propose aussi des fonctionnalités qui sont intéressantes à exploiter. Et moi, personnellement, j'ai des souvenirs d'expériences de formation quasiment plus captivants juste avec le tableau blanc de Zoom qu'avec un Kahoot à côté dans lequel on posait des questions pour me maintenir éveillée, juste pour me maintenir éveillée, en fait. Vous voyez. Donc, il y a aussi quelque chose là dans la conception pédagogique de peut-être que le plus simple est le mieux, et après c'est le fond et la motivation et le punch du formateur qui font la différence en fait en termes de maintien d'attention. Oui, c'est sûr. Nous, par exemple, lors de nos formations aux ateliers durables, on propose en fait 1 ou 2 outils par formation, et c'est tout en fait. On va pas mettre un tableau, 2 tableaux Miro, 3 nuages de mots-clés. Au bout d'un moment, en fait, on sait que c'est une modalité d'interaction qui est efficace, mais il faut pas
faut pas en abuser en fait. C'est sûr. Ouais. On va vous partager les outils sur le chat. On a une question rituelle en fait pour clore nos épisodes de RH contre-attaque. C'est qu'est-ce qu'on souhaite au RH du futur, sachant qu'on a une table ronde sur le sujet demain. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à ce RH dans les 10 prochaines années pour affronter ces nouvelles missions? Je rebondis sur ce qu'on se disait là. Pour moi, c'est de bons outils pour pouvoir se concentrer sur son métier et d'aller au cœur des discussions et de l'accompagnement de l'humain derrière. Nous, un outil qu'on a mis en place cette année chez Identicar, c'est SkillUp, qui nous permet de beaucoup mieux gérer tout le process de formation pour se concentrer justement sur le conseil, sur l'accompagnement des collaborateurs. Oui, moi, un peu en rapport avec ça, ce que je lui conseille, ce que je lui souhaite, à ce RH du futur, moi, c'est de savoir bien identifier les compétences actuelles de ses collaborateurs, parce qu'un bon plan de formation, c'est un plan qui tient compte aussi de ce qu'on a déjà. Et ça, c'est pas évident c'est des compétences qu'on a déjà, et ça, c'est pas évident forcément à identifier. Donc, je lui souhaite d'y arriver facilement. Ouais, au niveau de la fonction RH, moi, je dirais pareil, ça rejoint, non, je dirais pas pareil, mais de pouvoir se consacrer au développement humain et à l'accompagnement à grande échelle et au sujet humain. Et puis je pense que sur le secteur du digital learning, de manière générale, justement, de défricher un peu et puis d'aller sur l'essentiel et de pas se perdre en fait dans de la technique, dans du numérique, dans la robotisation, dans les trucs toujours plus 21e siècle, et des fois au détriment de l'échange et juste du contact. Et effectivement, je pense que parfois pas d'outils, mais la chaleur humaine, ça fait aussi bien que la plus belle intelligence artificielle. Voilà. Belle conclusion que tu nous fais là. Et ça tombe bien parce que demain, en fait, on a notre dernier webinaire qui porte sur le RH face à la révolution du care. Donc, ça va être une belle thématique pour conclure cette semaine. Alors, moi, je fais la conclusion avec des bruits de perceuse. Je suis désolée, c'est ça aussi la magie du distanciel. Un grand merci à vous 4. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Webinaire passé en votre compagnie, plein de super témoignages. Donc, un grand merci. Merci Céline pour ta compagnie aussi. C'était avec grand plaisir. Et puis, j'espère vous retrouver peut-être demain pour nos on a encore 2 webinaires et une table ronde finale l'après-midi. Donc, vous pouvez encore vous y inscrire. Et je vous souhaite une belle après-midi et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Bonne journée.